Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Culture Populaire pour ce nouvel entretien, cette nouvelle émission qui se fera en compagnie de Eliès de la chaîne Service Public Libre, qui est une chaîne que je vous recommande tous. N'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne du Service Public Libre pour la qualité de leurs analyses et aussi pour le sérieux du travail qu'ils effectuent. Avec nous aussi ce soir le général Delaware, qu'on ne présente plus, et nous rejoindra un peu plus tard l'écrivain, auteur, journaliste, aventurier, président d'association Adnan Azam. Donc, il nous rejoindra un peu plus tard. Sans plus attendre, bonsoir Eliès, bonsoir général. Bonsoir. Bonsoir à vous et merci de m'avoir invité. Tout l'honneur est pour nous. Bonsoir Eliès. Bonsoir, merci également de l'invitation. Bonsoir en général, bonsoir au chat. Et bonsoir à Culture Populaire, camarades de Ça fait très plaisir de t'avoir avec nous ce soir pour co-animer cette émission, Eliès. Plaisir partagé. Alors, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est la situation en Syrie et les événements depuis le 27 novembre dernier. Donc, le renversement du pouvoir baathiste de Bachar el-Assad par principalement le groupe Hayat Tahrir al-Sham, qui était donc dans la poche d'Idlib et qui a lancé une offensive éclair le 27 novembre dernier. Eliès, j'aimerais qu'on commente ensemble ces deux cartes. La première, c'est la carte de la situation en Syrie avant cette opération. C'est une carte qui date de 2020, mais enfin, les lignes n'ont pas énormément bougé depuis 2020. Donc, voilà, est-ce qu'on peut commencer par commenter cette carte? On voit que le Hayat Tahrir al-Sham, donc c'est la partie en blanc en haut à gauche de la carte syrienne. Ils sont dans la région de Idlib. Donc là, on est sur une carte de 2020. Plus au nord, juste au nord de cette zone blanche, on a une zone qui est contrôlée par des forces principalement soutenues par la Turquie. Et à l'est, ce sont donc les forces du YPD, les forces kurdes. Et le reste de la carte, c'est les forces du régime syrien de Bachar el-Assad. Ce qu'on peut dire, c'est déjà sur cette carte, c'est que c'est la carte d'un statu quo finalement, un statu quo qui perdure donc depuis effectivement 2019, date à laquelle en fait il y a eu un accord qui a été trouvé entre la Syrie, les factions, différentes factions rebelles, on va dire, et la Turquie, l'Iran et la Russie, pour en fait extraire, entre autres, les factions, on va dire, qui se revendiquent des factions djihadistes, qui se revendiquent Al-Nosra, ce qui est resté d'Al-Qaïda, voilà, tous les petits groupes comme ça, affiliés plus ou moins à la mouvance djihadiste, de les réunir à Idlib. Et que du coup, à Idlib, on les laisserait tranquilles. Voilà. Avec aussi au nord d'autres factions rebelles soutenues clairement par la Turquie, faction turque, donc sur la frontière nord-ouest avec la Turquie. Et puis, autour de l'Euphrate, les rebelles, eux, plutôt tendance kurde, les Kurdes avec les forces démocratiques syriennes qui avaient fini par rejoindre les Kurdes. Voilà. Donc, eux, plutôt soutenus par les Américains, avec effectivement aussi la petite poche de Al-Tanf au sud du pays, à la frontière irako-jordanienne, avec la base américaine et les puits de pétrole, une partie des puits de pétrole syriens. Donc c'était le statu quo, mais on voyait bien que c'était une situation très précaire
parce que, en fait, quelque part, ça n'avait fait que mettre en pause la guerre avec un pays qui était encore divisé, avec des grandes parcelles du territoire syrien qui n'étaient pas sous contrôle du régime syrien, notamment à Idlib, mais aussi, on voit bien sur cette carte, tout le quart nord-est du pays, avec la vallée de l'Euphrate, et puis les puits de pétrole au sud. Donc, ça reste quand même une grande partie des ressources, en fait, du pays qui était hors de contrôle, en fait, du régime syrien. Et là, c'est donc la situation actuelle. Donc, on voit que le HTC a largement progressé. Il s'est emparé de Alep, s'est emparé de Homs, de Hama. Et les factions rebelles au sud du pays se sont emparées conjointement avec le HTC, auquel ils ont plus ou moins prêté allégeance, se sont emparés de Damas. On voit que les forces kurdes, elles, se sont emparées de Deir ez-Zor et ont franchi l'Euphrate à l'est. En fait, bon, au-delà de la carte, ce qu'on peut dire, voilà, c'est que pour le moment, le pays est partitionné, on va dire, plus ou moins en deux. En fait, on va dire en quatre. En quatre, c'est-à-dire qu'il y a HTS qui, bon gré mal gré, en fait, contrôle le pays, avec quand même la rébellion du Sud, qui est en fait un des principaux foyers originaires d'où est partie la révolution en 2011, et qui s'est réveillé avec l'offensive de HTS au nord. Mais globalement, voilà, qui se sont entendus avec HTS. Bon, après, on verra, voilà, pour mettre en place ce gouvernement dit de transition. Tout à fait au nord, on a toujours les rebelles pro-turcs. Alors, eux, je sais pas, pour le moment, c'est encore un petit peu bizarre. Est-ce qu'ils vont rentrer dans le rang et participer au gouvernement et se soumettre, on va dire, au nouveau gouvernement? Ou alors, est-ce que c'est encore un moyen de pression de levier de la Turquie, justement, sur la Syrie? On va voir. Et puis, on a la zone jaune des Kurdes. Alors, là, pour le coup, je crois que c'est encore à définir de savoir si ils se soumettent, on va dire, au gouvernement de Damas actuel. Pour le moment, c'est pas encore ce que j'ai compris. J'ai compris que c'était plus ou moins des régions en fait autonomes, quoi, avec une certaine autonomie soutenue par les Américains. Il faut savoir que l'armée américaine a bombardé à de nombreux endroits des positions d'armées arabes syriennes sur les 10 derniers jours pour justement mettre en position favorable le YPG. Moi, ce que j'aimerais dire, au-delà de cette carte, c'est que j'ai vu beaucoup d'images de l'offensive de HTS. Bon, elle a été claire, elle a été bien menée, certainement bien préparée, etc. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a eu très peu de résistance finalement de l'armée arabe syrienne. Il y a eu quelques bombardements russes, mais qui ne pouvaient pas empêcher une telle offensive aussi massive si en face, les soldats syriens ne combattaient pas. On se pose beaucoup de questions, à savoir où sont les brigades expérimentées de l'armée arabe syrienne, notamment la force Tigre. De la même manière, bon, c'est vrai que les milices chiites, on les a très peu vues, ce qui semble logique compte tenu de la situation au Proche-Orient, de la situation au Liban avec le Hezbollah et la guerre contre Israël, et donc du fait que finalement les forces chiites étaient pas du tout préparées à cette offensive, étaient sur un autre front, sans compter le fait qu'Israël avait bombardé massivement depuis un an maintenant la logistique de l'axe de la résistance en Syrie. Voilà, on va dire qu'il y a eu, je pense, une désorganisation et une chute complète du moral pour empêcher en fait de combattre. On a eu beaucoup de nouvelles à chaque fois avec oui, des renforts qui parviennent, des renforts, mais finalement, moi j'ai vu très peu de combats avec des forces lourdes de l'armée arabe syrienne. Les seules vidéos que j'ai vues, c'était des attaques de drones du HTS sur les forces de l'armée régulière syrienne, sur des chars, sur des blindés, sur des tranchées.
mais j'ai pas vu de contre-attaque à l'aide de chars, etc. Alors, il paraît qu'il y en a eu. Ça a duré, on va dire, 1 jour à Alep, 3 jours à Hama, et après, c'en était fini. Du coup, il y a beaucoup de questions sur ce plan-là. Qu'ont fait finalement les hauts dignitaires du régime syrien, les gradés, l'état-major? Qu'ont-ils fait pour ne pas voir cela arriver, en tout cas pour ne pas être prêt face à cela? Voilà. Donc certainement que à la fin, voilà, le régime était en bout de course, et à tel point que même son armée en fait n'était pas capable de combattre. Oui, mais ce que tu veux dire, c'est que aussi les soutiens de la Syrie étant occupés, alors d'une part dans le Donbass, en ce qui concerne la Russie, et d'autre part à Gaza et au Liban en ce qui concerne l'axe de la résistance. Donc, les principaux soutiens du régime syrien étant affaiblis, il y aurait eu un effet d'aubaine qui aurait poussé le HTC à lancer son offensive. Tout à fait. C'est ce que je crois en grande partie. Je pense que l'offensive, elle s'est faite en fait au meilleur moment pour HTC. Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit zoom sur ce qu'est le HTC et son chef, donc Abu Mohamed Al-Jolani? Qu'est-ce qu'on peut dire du personnage et qu'est-ce qu'on peut dire de son parcours et du groupe qu'il a fondé? Moi, en faisant quelques recherches, j'ai vu que c'est quelqu'un qui avait commencé son activisme au sein d'Al-Qaïda en 2003, au déclenchement de la guerre d'Irak. Il a quitté la Syrie et il est parti combattre dans les rangs d'Al-Qaïda au moment de l'invasion américaine. Il aurait passé un certain temps dans les geôles américaines, dans différentes prisons américaines, dans lesquelles il aurait rencontré celui qui deviendra le futur émir de l'organisation État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi. Et donc, il serait passé d'Al-Qaïda à l'État islamique, et puis il aurait été envoyé à la faveur de la tentative de coup d'État en Syrie en 2011 par al-Baghdadi en Syrie, où il aurait fondé le Front al-Nosra, donc la branche syrienne de l'État islamique, dont il fera ensuite sécession pour prêter allégeance à l'émir d'Al-Qaïda en Syrie, et puis il se séparera ensuite d'Al-Qaïda. Est-ce que tu connais un peu son parcours, et est-ce que tu as une idée un peu des fondements idéologiques qui sont ceux de cet homme? Il est originaire du plateau du Golan, au sein d'une famille, on va dire, plutôt progressiste. Hein. Donc sa famille, elle fuit le Golan après la guerre des 6 jours et s'établit à Damas. Il grandit, il se retrouve à combattre effectivement en Irak après l'invasion américaine, et il se radicalise en fait à partir de la seconde intifada. Et en 2003, voilà, comme tu l'as dit, il rejoint Al-Qaïda en Irak. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a toujours cette problématique de ces anciens prisonniers américains d'Abu Ghraib ou ailleurs qui, d'un coup, d'un seul, au moment des printemps arabes, se retrouvent en liberté, prennent des armes américaines à l'armée irakienne et fondent un califat, enfin, l'État islamique. Voilà, il y a toujours cette question des réseaux américains, voire israéliens. Certains disent que ça serait même peut-être un agent du Mossad. On n'est pas capable de le dire, de le certifier. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que très certainement, il y a des liens entre Al-Jolani et les services de renseignement américains et israéliens, ne serait-ce que parce qu'ils ont un ennemi commun, qui était le régime de Bachar el-Assad. De la même manière que les Américains ont entretenu des relations avec les talibans quand les talibans étaient les ennemis des Russes, des Soviétiques, et qu'ils ont participé à la formation d'Al-Qaïda, les Américains, les Israéliens ont aidé Al-Nosra en Syrie. Donc Al-Nosra, c'est Al-Qaïda en Syrie, donc le front Al-Nosra, dans son combat contre le régime de Bachar el-Assad. Cela ne fait aucun doute. Et d'ailleurs, ça a été dit de manière très officielle dernièrement par
par des officiels d'HTS qui ont dit « Nous aimons Israël, nous n'avons aucun problème avec Israël. » Alors, ce qui est surprenant, c'est que Al-Jolani est présent dans les médias occidentaux comme leur formule, un radical pragmatique, je crois. Donc c'est comme ça qu'il est défini. En fait, moi j'ai l'impression de retourner dans le passé, tu vois, des années 2011-2012, où on a vu les révolutions tunisiennes, libyennes et égyptiennes aboutir, c'est-à-dire il y a eu un changement de régime. Et on nous avait dit à l'époque, oui, les frères musulmans, finalement c'est ça, ce que le peuple veut. Et c'est en partie vrai. Moi qui suis d'origine tunisienne et qui l'ai vu en Tunisie, il y a toujours une forme, si tu veux, d'opposition. À un moment donné, tu vois, même un ancien communiste, il en a tellement marre du wokisme, du gauchisme, qu'il va aller voter pour le Front National, tu vois. Et ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire que au bout d'un moment, les gens, ils en avaient tellement marre de ce panarabisme, ce nationalisme arabe qui se présente, grand défenseur de la cause palestinienne, etc., mais qui finalement sont des régimes corrompus et où finalement, en fait, c'est quelques familles qui s'en mettent plein les poches, qu'à un moment donné, en réaction, c'est un retour vers le fondamentalisme, vers le conservatisme. Et donc vers les partis, on va dire, islamiques, qu'on peut qualifier d'islamiques, qu'on qualifie d'islamiques. Donc en Tunisie, c'était notamment le parti Ennahda. Et ce qu'ont vu les Tunisiens, c'était que derrière la barbe, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Bah, la barbe ne fait pas le pieux non plus en terre d'islam. Et malgré d'avoir mis des gens qui se réclament d'une morale islamique, etc., tout le monde a vu que finalement c'était pareil. C'était les mêmes tambouilles, c'était de la corruption. C'était pas du tout gouverné dans les intérêts du peuple ni dans les intérêts du pays, mais par contre c'était beaucoup de clientélisme. C'était donc de la dépense à outrance. Mais parce qu'on sait que derrière, il y a les Occidentaux, il y a l'Union européenne qui va allonger des centaines de millions d'euros pour payer les fonctionnaires, faire en sorte que le pays continue de tourner. Et pendant ce temps-là, les mecs, ils se construisaient des villas dans leur village natal, tu vois. Et finalement, les Tunisiens les ont dégagés. Et aujourd'hui, quand tu vas dans la rue et que tu parles avec les gens disent « Ah, l'époque du président Ben Ali, c'était le président qui était en poste avant la Révolution, c'était pas si mal. Finalement, on vivait pas si mal, on vivait bien. Il n'y avait pas autant d'inflation. Le pays était bien géré. Alors certes, il s'en mettait plein les poches et c'était lui qui contrôlait le pays, mais on vivait bien. On arrivait à vivre correctement. Aujourd'hui, les gens ne vivent plus du tout correctement. Je parle encore de la Tunisie parce que c'est la situation que je connais, mais la situation est similaire quelque part aussi avec l'Égypte, avec la Libye. Et justement, est-ce qu'en Syrie, on n'irait pas justement vers un scénario à la libyenne, avec une partition du territoire et avec... On a plus de chances d'aller dans un scénario à la libyenne parce que ce sont des pays, on va dire, un peu plus tribaux. La Tunisie, il y a des tribus, mais globalement, la Tunisie, c'est un pays quand même avec une nation qui se reconnaît comme tunisien et c'est plus important que tout le reste. La Libye, c'est des tribus. C'est des tribus, donc il y a les tribus de l'Est, les tribus de l'Ouest, partition, la Tripolitaine, la Cyrénaïque. La Syrie, c'est aussi cela, mais pas parce qu'en fait c'est des tribus, mais on va dire plus parce qu'il y a des communautés religieuses. C'est les communautés religieuses qui forment la géographie, on va dire, sociologique du pays. Et en plus de ça, il faut rajouter les Kurdes. Parce que les Kurdes sont sunnites, majoritairement d'obédience sunnite, mais ils forment un peuple à part entière avec une langue, une culture qui est différente, on va dire, du reste de la Syrie, qui est arabe. Du coup, en fait, la Syrie ressemble au Liban. D'ailleurs, c'était un seul pays, en fait, le Liban, la Syrie,
c'est fondamentalement un seul et même pays. Et du coup, voilà. Donc, une partition de la Syrie, oui. Comme on a eu la guerre civile au Liban, on pourra avoir le même modèle survenir en Syrie avec une partition du pays. Mais du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que je disais, quand le général de la Ward était encore avec nous, Il est de retour, d'ailleurs. Qui est de retour, eh bien, il va pouvoir réagir ensuite. Que justement, j'attendais de voir ce que ça allait donner dans 5 ans. Parce qu'en 2011, puis 2012, quand on a eu les gouvernements de transition, puis que les Tunisiens ont voté donc pour le parti des frères musulmans, Ennahda, et que les Tunisiens ont vu les résultats de cette gouvernance par, on va dire, un parti dit islamique, on a vu les résultats, et puis finalement, les gens ont vite déchanté. Et on a vu la même situation aussi en Égypte. En Égypte, où là, en plus de ça, c'est les Américains qui ont lâché. Parce que les Américains, il faut se souvenir, en 2008, si je ne dis pas de bêtises, c'est un des premiers discours d'Obama au Caire. Obama fait un discours, en fait, qui donne le ton de son mandat, où en fait, le gouvernement américain va bosser, va travailler main dans la main avec les frères musulmans dans le monde arabe, pour préparer justement ces printemps arabes. On a le discours du Caire, on a les Américains qui travaillent avec les frères musulmans, on a les printemps arabes. Du coup, avec les printemps arabes, l'arrivée au pouvoir des frères musulmans. Mais après, ces frères musulmans sont finalement lâchés. Ils sont lâchés en Égypte, mais entre autres aussi parce que il y avait la question de la bande de Gaza et donc du Hamas, qui est aussi des frères musulmans. Et donc, à un moment donné, voilà, il fallait couper court. En Libye, les frères musulmans gardent quand même la Tripolitaine et continuent de travailler avec un certain nombre de pays, dont la Turquie. Et en Syrie, on continue, en fait, les frères musulmans via la Turquie ou alors d'autres factions, on va dire, encore plus radicales, comme Al-Qaïda, comme l'État islamique apparaissent. Et donc, à la fin, voilà, la question, c'est de savoir qu'est-ce que cela va donner à terme. Est-ce que finalement, on va avoir un régime, voilà, somme toute, qui va mettre de l'eau dans son vin, si j'ose dire, qui va travailler en bonne entente avec les minorités, etc., qui va trouver de la cohésion, ou on va avoir un gouvernement islamiste, ou alors on va avoir aussi peut-être quelque chose qui va se passer, c'est-à-dire qu'il faut voir que même si Djoulani, on va dire, est sincère, admettons qu'il soit sincère, admettons que il a grandi, il a compris, il a mûri, il s'est déradicalisé. Le problème, c'est qu'il a des dizaines de milliers de combattants qui se sont battus, qui ont fait couler le sang pour lui, et qui, eux, sont venus en Syrie pour le djihad. Que vont devenir ces combattants? Est-ce que ces combattants, ils vont faire comme Djoulani, mettre de l'eau dans leur vin et dire « Ah, d'accord, on a combattu pour le djihad, mais finalement, bon, ça sera la démocratie et la paix avec Israël, avec les États-Unis. » Donc, il est très probable que ces gens-là, à un moment donné, se disent « On a trahi les idéaux pour lesquels on s'était battu, leurs idéaux à eux, et que, du coup, la guerre civile redémarre aussi comme ça. » Donc, en fait, il y a énormément de questions auxquelles moi, personnellement, je n'ai pas les réponses. Mais Général, on est content que vous soyez de retour parmi nous. Vous, justement, comment est-ce que... alors, qui sont les grands gagnants et qui sont les grands perdants dans cette affaire? Eh bien, les grands gagnants sont d'abord Israël, qui est derrière tout ça, qui a instigé un petit peu toute cette affaire. C'est les États-Unis, mais seulement en tant que proxy d'Israël. Oui, ils sont gagnants parce qu'ils vont réussir aussi à diviser pour régner et puis pas récupérer une portion qu'ils croyaient difficile à reconquérir. Les grands gagnants, mais surtout les grands perdants, et la Turquie bien sûr, qui est gagnante de cette affaire-là et qui s'est mis avec les États-Unis et Israël pour concocter cette affaire. Et le MI6, on peut rajouter le MI6 britannique, qui est derrière tous les coups tordus. Donc, ces 4 pays qui ont dirigé toute cette affaire depuis le début, c'est-à-dire Royaume-Uni,
États-Unis, Israël et la Turquie sont les 4 grands gagnants. Maintenant, les grands perdants, pour moi, le premier des grands perdants, c'est la Palestine, les Palestiniens. Pourquoi? Parce qu'ils voient que leur soutien, en particulier le Hezbollah, va sortir très affaibli. Donc, ils n'ont plus quasiment de soutien. Que l'affaire de la Syrie aussi détourne l'attention des médias occidentaux et français, entre autres, de leur sort. C'est-à-dire que le génocide qui est en cours et qui continue toujours, tous les jours, il y a des dizaines de morts en Palestine. Et donc, ce génocide se poursuit à bas bruit parce que s'il se poursuit derrière la grosse affaire de Syrie qui occupe tous nos médias. Donc ça, c'est dramatique pour les Palestiniens qui vont payer un prix encore très fort. Ils ont déjà payé très cher, puisque je le rappelle, il y a plus de 45 000 morts en Palestine, directs, auxquels il faut rajouter les morts indirectes, dont le calcul a été proposé par le Lancet. Vous savez que quand il y a une guerre, il y a des morts directes. À côté, il y a des pertes qui suivent ou qui sont la conséquence des morts directes, qui sont les décès indirects. Les décès indirects, c'est quoi? C'est les morts par défaut de soins. Quand Israël détruit tous les hôpitaux, tue les personnels soignants, il y a moins de gens pour soigner la population, donc ça entraîne des morts qui ne sont pas des morts directes, mais des morts indirectes. Les épidémies, bien sûr, la malnutrition, les gens ne bouffent plus à leur faim, ils meurent, certains meurent de faim, carrément. Donc, les morts indirectes représentent 4 fois, dans le cas de la Palestine, c'est-à-dire le Lancet qui a fait l'évaluation sait que les morts indirects sont de 3 à 15 fois le nombre de morts directes dans un conflit quel qu'il soit. Donc il y a des morts directes et 3 fois à 15 fois plus de morts indirectes. Bon, le Lancet a retenu le chiffre de 4, ce qui fait qu'aujourd'hui en Palestine, le nombre de morts total est de 228 000 à peu près. Morts directs plus morts indirects, c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de génocide. Les Israéliens ne s'embêtent pas avec ça. Donc ce sont les grands perdants sont les Palestiniens d'abord. Ensuite le Hezbollah, parce que le Hezbollah perd, on lui a coupé les ailes. Tous ses ravitaillements en munitions, en armement, voire en hommes, arrivaient par la Syrie, selon un grand axe qu'on appelait l'axe chiite, le croissant chiite, qui partait de Téhéran, qui passait par Bagdad, qui se poursuivait jusqu'à Damas et qui terminait à Beyrouth. Bon, ça s'est coupé à cause de la Syrie. Donc le Hezbollah, on lui a coupé les ailes. Et puis les autres grands perdants sont évidemment sur le plan de l'image qu'ils ont donnée d'eux, sont la Syrie, sont la Russie qui est un perdant de l'affaire, puisque son image ne sort pas grandie de la capture de la Syrie en aussi peu de temps, alors qu'ils étaient sur place. Enfin, il y avait du monde sur place. Et puis l'Iran. L'Iran, bien sûr, est perdant dans cette affaire parce qu'il n'est pas intervenu en secours des Syriens. Donc, leur image aussi, l'image de l'Iran, ne sort pas grandie de cette affaire. Alors après, on peut se poser la question de savoir pourquoi l'Iran et pourquoi la Russie ne sont pas intervenus. Tout simplement parce qu'ils avaient, les uns et les autres, d'autres préoccupations qu'ils jugeaient plus importantes que d'intervenir. En particulier pour la Russie, la Russie, elle a sa guerre en Ukraine. Et elle a aussi sur sa périphérie tout un tas de tentatives de révolution colorée. On le voit avec ce qui se passe en Géorgie aujourd'hui. Il y a une tentative de révolution colorée en Géorgie. Et puis, il y a une tentative d'inversion des résultats de l'élection en Roumanie aussi. Et la Russie, elle peut difficilement envoyer des forces partout, comme elle a pu le faire dans le passé. Donc, elle a renoncé à intervenir. Et puis, il y a bien sûr l'Iran. L'Iran aussi a renoncé à intervenir parce que
probablement, ils n'ont pas voulu disperser leurs forces à un moment où ils s'attendent à une action militaire importante qui puisse venir d'Israël et des États-Unis, d'une coalition israélo-US. Donc, plutôt que de disperser les forces en envoyant une partie en Syrie, ils ont préféré garder tout pour la défense de leur territoire et aussi pour le maintien de l'ordre en Iran, parce que il n'est pas exclu qu'on tente, c'est en attirant les forces dehors, on tente à l'intérieur du pays de déstabiliser le pays tout entier. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler sur le plan purement géostratégique de l'importance qu'avait la Syrie au sein de l'axe de la résistance et en quoi le fait que le régime syrien soit renversé est un coup dur, justement, ce que vous nous disiez avant, pour l'Iran? Oui, ben c'est tout simple. Hein. Il y avait le fameux croissant chiite qui partait de Téhéran, qui permettait d'acheminer des hommes qui étaient un coin enfoncé dans le flanc d'Israël, on va dire, en passant par les milices chiites irakiennes. On peut y rajouter les milices houthis qui n'étaient pas si loin que ça. Et puis, bien sûr, le passage au travers de la Syrie pour acheminer les armes, les conseillers, les munitions pour le Hezbollah, quoi. Et le Hezbollah en fin de chaîne. Et ben, le Hezbollah aujourd'hui est coupé de sa base arrière. Il a plus de base arrière. Sa base arrière du Hezbollah et de ravitaillement, c'était la Syrie. Bon, ben, maintenant, le Hezbollah est en grande difficulté, quoi. On va dire. Il a encore des armes, mais il a un stock qui n'est pas inépuisable. Et il ne peut plus être ravitaillé comme il l'a été au cours des années précédentes. Donc ça va être compliqué pour lui. Général, je voudrais vous faire réagir à un tweet. C'est celui de Piotr Tolstoï, qui a été mis en ligne le 9 décembre, donc 2 jours après la prise de Damas par les insurgés. Poutine le sait, nous le savons, et vous le savez parfaitement. Vous avez planifié pendant des années le renversement du régime syrien afin de prétendre ensuite que les islamistes vous attaquent. Vous êtes à l'origine de leur implantation en Syrie pour justifier votre invasion. Oui, mais je suis en total accord avec ce que dit Tolstoï, Piotr Tolstoï. La manœuvre a été concoctée, mais de longue date. On a la documentation là-dessus. Il y a eu des leaks de WikiLeaks là, de Julian Assange, et on a ce qu'on appelle dans les dossiers qui ont été mis au jour, dans les renseignements secrets qui ont été dévoilés, on a ce qu'on appelle les Syria Files, les dossiers syriens, qui montrent tout un tas d'échanges entre les diplomates qui étaient américains, qui étaient en Syrie. C'était planifié depuis plus de 20 ans, l'invasion de la Syrie. On a l'interview de Roland Numa qui nous dit il avait été approché en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères par les Britanniques qui disaient que une invasion de la Syrie était en gestation et en préparation, et ils se demandaient si la France allait se joindre aux États-Unis et au Royaume-Uni pour mettre à bas le régime de Bachar al-Assad. Donc, et puis vous avez la fameuse interview du général Clark qui disait les 7 pays en 5 ans, c'est-à-dire que le général Clark, d'abord, ça n'était pas n'importe qui, c'était le commandant en chef de l'OTAN, et un jour qu'il passait au Pentagone, au ministère ou au ministère de la Défense, un officier lui avait dit, vous savez qu'on est en train de préparer l'attaque de 7 pays en 5 ans. Alors, il les avait cités, les pays, et dans les pays, il y avait bien sûr la Libye, il y avait l'Irak, qui a été attaqué, effectivement, il y avait la Syrie, il y avait l'Iran,
il y avait le Soudan et il y avait le Liban aussi. Hein. Voilà les 7 pays qui devaient être envahis et dans lesquels on devait mettre le chaos. Donc tout ça, c'était prévu de longue date, hein, depuis le début des années 2000. Et c'était le fameux plan que vous venez d'indiquer que Piotr Tolstoï reprend à son compte. Mais c'est ce que j'ai écrit, moi, de nombreuses reprises, il y a déjà plus de 7-8 ans. Hein, j'avais écrit tout ça. Hein, c'est-à-dire qu'Israël souhaite amener un régime islamiste à ses frontières, à la place de Bachar al-Assad, pour pouvoir dire après, les islamistes me menacent, m'attaquent, et donc je vais leur régler le problème en m'emparant du contrôle de la Syrie. C'était ça, hein, c'était dans le cadre de la recherche du Grand Israël, c'était une manœuvre pour essayer d'avoir un bon prétexte pour intervenir en Syrie et conquérir des territoires. C'est ce qu'ils font actuellement. Hein. Ils sont déjà en train de grignoter. Alors sur le Golan, c'est déjà fait. Ce sont des terrains qui ne remettront pas facilement à la disposition des propriétaires légitimes, c'est-à-dire des autorités syriennes, quelles qu'elles soient. Donc ils ont commencé à s'emparer de terre et ils ont commencé leur plan qui consiste à remodeler le Proche et Moyen-Orient en fonction de leurs propres intérêts. Et les maîtres du jeu là-dedans, c'est pour l'instant, hein, les chefs d'orchestre, c'est Israël. C'est Israël, c'est pas les États-Unis. Les États-Unis agissent en proxy d'Israël. Parce que les États-Unis sont contrôlés par les lobbies pro-Israël. Et donc, ils agissent en proxy d'Israël. Les États-Unis, le Royaume-Uni également, et la Turquie aussi. Hein. Donc, en fait, tout le monde et les terroristes soutenus par ces 4 larrons agissent aussi en proxy. Moi, je crains pour la Syrie qu'elle ait beaucoup de difficultés à retrouver son unité parce que les gens qui ont concocté ce sale coup là de prise de pouvoir, hein, qui ont soutenu, payé, entraîné, peut-être même encadré l'encadrement des troupes djihadistes qui sont venues sur la Syrie, je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il y a dans cet encadrement des Américains et des Israéliens. Israël, hein, va jouer sur les divisions, il va essayer de monter les sunnites contre les chiites, il va essayer de montrer les chrétiens, etc. Bon, ils vont essayer de diviser pour régner et donc démembrer la Syrie en empochant au passage une large part de la Syrie. Ça, c'est l'objectif. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir dans tout, mais leur objectif, c'est ce que Piotr Tolstoï a dit. Hein, et c'est ce que j'ai écrit il y a 7 ans. Hein. J'ai un article, je peux vous le sortir, c'est exactement ce que Piotr Tolstoï dit, c'est-à-dire que j'imaginais déjà qu'Israël amènerait des islamistes pour mieux pouvoir les combattre après et conquérir de nouveaux territoires. Quand on a une affaire comme ça, il ne faut pas braquer la lorgnette sur le territoire syrien et rien autour. Il se passe tellement de choses autour qu'il faut remettre la lunette, il faut la dézoomer là, et essayer de voir ce qui se passe au niveau régional et puis plus encore au niveau mondial. Et au niveau mondial, il se passe des choses très importantes en ce moment. Hein. C'est le bras de fer mondial entre l'Occident que j'appellerais israélo-US-OTAN, c'est un camp, et l'autre camp, on pourrait appeler ça le judéo-OTAN. Ouais, et l'autre camp qui est le camp de la multipolarité, qui n'est pas du tout d'accord avec le premier. Hein. Voilà, hein, donc cette multipolarité, elle est en train de changer le monde. Hein. Qu'on le veuille ou non, le monde, il est en train de changer assez vite, parce que les pays occidentaux, les grands pays occidentaux sont en difficulté économique. Ils sont en train de stagner, voire de revenir en arrière, alors que les pays de la multipolarité, eux, ont une croissance qui explose. Hein. On est dans des rapports, la croissance des pays de la multipolarité est à peu près de 3 à 4 fois supérieure à celle des pays occidentaux. Donc ça aura un impact sur la réussite ou non des projets de cet Occident otanien. Hein. Avec des économies qui vont mal,
l'Occident otanien, il pourra pas faire ce qu'il veut demain, il pourra pas s'équiper militairement, avoir des budgets de défense aussi élevés que ce qu'ils avaient dans le passé. Alors, je sais bien que les États-Unis viennent de voter un budget à 858 milliards de dollars de défense, mais en parité de pouvoir d'achat, aujourd'hui, en parité de pouvoir d'achat, quand on cumule les budgets de défense des pays BRICS, le PIB des États-Unis est largement battu. Et les budgets des pays BRICS, en plus, ont ça de bien, c'est qu'ils sont utilisés entièrement sur la défense. Alors que les pays de l'Occident otanien, aujourd'hui, sont en train d'essayer de se rééquiper. Et comme les lobbies de l'armement occidentaux ont compris la manœuvre et qui veulent faire un maximum de profit, le prix unitaire des armes, un char, a explosé. Un missile anti-char, par exemple, il a pris 60 ou 70% depuis le début de l'opération spéciale. Donc il y a une explosion des prix parce que les entreprises, le lobby militaro-industriel américain veut faire un maximum de bénéfices, de profit. Et donc ça nuit évidemment quand on a des budgets mais qu'on a des entreprises d'armement qui ne jouent pas le jeu, qui se mettent à faire exploser les prix, c'est pas la peine les armements qu'on aurait voulu commander, on les aura pas parce que le prix unitaire de chacun de ces matériels a explosé. Adnan, en tant que Syrien, comment est-ce que vous accueillez les nouvelles qui viennent de Syrie depuis le 27 novembre dernier? Écoutez, d'abord, donc je remercie mon ami le général Dominique Delavarde pour tout ce qu'il a dit. C'est juste absolument, et je partage avec lui tout ce qu'il a dit par rapport à l'aspect géopolitique des choses. Par rapport à ce qui se passe en Syrie, pour nous, pour moi, c'est un véritable séisme, c'est un tremblement de terre. C'est quelque chose que je n'ai jamais imaginé dans ma vie. Parce que depuis ma naissance, pratiquement depuis 1957, on a commencé à construire la Syrie moderne. La Syrie, c'était un des premiers pays arabes qui a fêté totalement la fin d'un analphabétisme, c'est-à-dire il n'y avait plus personne qui ne savait pas lire et écrire en Syrie. Il y avait des écoles dans chaque village, dans chaque ferme, et l'enseignement il était totalement gratuit. Des millions des élèves syriens ils vont à l'école, à l'université. La Syrie c'était un pays totalement laïque, donc où toutes les composantes de la société syrienne, qui soient ethniques, religieuses, vivaient ensemble. Et puis on a subi cette attaque de 2011 qui dure jusqu'à aujourd'hui. Donc la Syrie aujourd'hui, ça fait carrément 13 ans qu'elle est en guerre. 13 ans, c'est énorme, c'est une longue période où on subit l'embargo total du monde occidental. On subit une guerre médiatique sans précédent. Le monde occidental teste toutes ses armes militaires, médiatiques sur le peuple syrien pour anéantir la Syrie. Et quand je dis le monde occidental, je pèse mes mots, c'est les États-Unis, c'est pas Israël, c'est les États-Unis avec la Grande-Bretagne et la France et tous les pays occidentaux, avec tout l'argent des billets de Golfe. Le cheikh de Qatar, il a avoué sur Internet, pour ceux qui cherchent à connaître ce qu'il a dit, ils peuvent taper même en langue française ce qu'a dit le prince, le cheikh de Qatar. Ils ont dépensé plusieurs milliards pour assiéger, pour mettre à genoux le peuple syrien. C'est lui qui n'a pas été convaincu par les paroles, ils l'ont acheté. Celui qui n'a pas voulu être vendu, on l'a tué. Donc 13 ans de guerre lourd, ce qui fait et puis 13 ans, on avait quand même des alliés solides comme l'Iran et la Russie. Aujourd'hui, ils sont totalement absents. Et la Syrie se trouvait tout seul. Et 13 ans d'embargo et 13 ans de guerre économique, les institutions syriennes ils sont devenues totalement corrompues parce que ils cherchaient comment
pouvoir continuer à vivre, parce qu'il n'y avait il y avait absolument aucune ressource. Les États-Unis volent le pétrole et le gaz de la Syrie avec l'entité kurde au nord-est de la Syrie, et la Turquie vole toute la frontière nord de la Syrie. Donc, moi, j'étais vice-gouverneur dans mon pays en Syrie, dans ma région, qui est une région de 400 000 habitants. Je sais exactement qu'est-ce que ça veut dire. On ne trouvait même pas 1 kilo de sucre ou 1 kilo de riz. On ne trouvait même pas de quoi chauffer nos maisons en hiver. Et l'hiver, chez nous, dans le sud de la Syrie, on est à 1400 mètres d'altitude, extrêmement froid. Donc, la Syrie aujourd'hui, en fait, on l'a rendue totalement par terre, à genoux. Et là, on a envoyé des troupes surarmées, entraînées par la Turquie, par le monde occidental. Et puis, ils se sont accaparés de la Syrie. Maintenant, je ne veux rien dire de mal, ni de camp, ni de l'autre, parce qu'aujourd'hui, je suis à Paris. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est l'aviation israélienne qui bombarde mon pays. J'ai dit tout à l'heure, depuis 50 ans qu'on est en train de construire la Syrie, construire l'armée syrienne. Et ben aujourd'hui, il n'y a plus d'armée syrienne. Israël a tout détruit, a tout bombardé. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pour un Syrien patriote qui aime son pays, je dis on est rentré dans un tunnel noir et il faut savoir combien de temps ça va durer avant qu'on va de se relever la tête et se battre. Donc bon, je vais pas faire pleurer, je ne suis pas pessimiste, mais j'ai dit la vérité, la réalité. Ça sert à rien de dire autre chose. Mais l'histoire nous a enseigné qu'il y a toujours de haut ou de bas dans la vie d'un être humain ou d'un peuple ou d'un pays. On est resté 400 ans sous l'occupation ottomane, turque, et puis on a fini par se libérer. Là, aujourd'hui, on est sous occupation occidentale à nouveau, et puis un jour ou l'autre, on va se libérer. Elias, je ne sais pas si tu t'es penché sur le jeu de la Turquie dans la région. La question syrienne, du point de vue de la Turquie, en fait, elle est complexe. Elle est complexe parce qu'elle s'inscrit à la fois dans le rêve de restaurer le grand empire ottoman de la part de Erdogan. Elle s'inscrit aussi dans une volonté en même temps de prospérité, mais ça s'inscrit aussi dans une volonté de s'occuper du problème kurde, problème aussi côté syrien de la frontière. On le voit avec YPG. En Syrie, c'est les Kurdes syriens, en fait, c'est très problématique pour les Turcs. Et en plus de ça, il y avait la question des réfugiés aussi. Voilà. Il y a la question des réfugiés là-dedans, puisque la Turquie a accueilli quand même plusieurs millions de réfugiés syriens, et ça cause des problèmes au sein de la population turque. Et donc une partie des Turcs voudrait bien se débarrasser de ces Arabes syriens. Il y avait eu des discussions à ce sujet-là avec Bachar el-Assad. Jusqu'à présent, il avait été impossible que la Syrie reprenne, entre guillemets, ses réfugiés. Tout ça fait qu'en fait, la question syrienne, du point de vue de la Turquie, c'est une question complexe. Je pense que là, l'intérêt de la Turquie, c'est d'avoir une Syrie à peu près stable, qui puisse éventuellement contenir les Kurdes, qui fonctionnent main dans la main avec la Turquie, pour notamment, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant la révolution de la Syrie, c'était un grand pays industriel pour le Proche-Orient. Il y avait beaucoup d'industries en Syrie. Il y avait une intelligentsia, il y avait des ingénieurs. Et la Turquie, d'ailleurs, a récupéré une partie des usines syriennes en kit détaché. Ouais. Voilà. Donc c'est intéressant du point de vue économique aussi pour la Turquie d'avoir maintenant un débouché en Syrie, d'avoir éventuellement une main d'œuvre syrienne bon marché, parce que le niveau en Turquie, le niveau de la vie turque c'est amélioré. Enfin voilà. Donc quel sera le rôle de la Turquie? Je pense que les puissances régionales vont devoir s'entendre sur la question entre l'Iran, la Turquie. La Russie aussi voudra certainement conserver un pied à terre au port de l'Attaqué. Voilà, il y a plein de questions, mais pour le moment, il n'y a pas de réponse en fait. C'est encore trop chaud.
chers internautes, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne du service public libre sur YouTube. Vous ne serez pas déçus de la qualité du travail et du sérieux du travail et des analyses que produisent nos camarades du service public libre. À très bientôt, Elias. Au revoir. Bonne soirée. Général, on va terminer cette entrevue tous les deux. On voit que depuis quelques jours, l'État hébreu s'évertue à frapper l'arsenal syrien. Et je pense qu'on peut sans exagérer dire qu'aujourd'hui, la Syrie est un pays quasiment démilitarisé, vu la violence et l'intensité des frappes israéliennes sur l'arsenal syrien ces derniers jours. Je crois qu'on parle de plus de 500 frappes. Oui, Israël en profite. Hein. Elle profite du chaos pour démilitariser le pays d'en face. Hein. Donc, et il est relativement, enfin, je ne veux pas dire qu'il est facile à démilitariser, mais assez facile à démilitariser dans la mesure où le renseignement israélien est assez précis, les armes sont précises aussi, hein, les moyens militaires sont concentrés, que ce soit sur la côte à l'attaquer ou sur les principaux aéroports, il n'y en a pas 36, hein, et donc c'est relativement facile à faire. Non, moi, dans cette affaire, il y a plusieurs choses qui me choquent et dont on n'a pas parlé et que je voudrais développer ici. La première chose, c'est le traitement de l'information par les médias français qui est en dessous de tout, en termes de partisanerie. Ils sont partisans à un point pas possible. Ils ont pris fait et cause maintenant pour les djihadistes et contre le vilain Bachar el-Assad. Hein, et puis, bien sûr, on nous a dit les pires horreurs sur une certaine prison, hein, dans lesquelles le boucher de Damas exécutait ses prisonniers, etc., etc. C'est encore des narratifs qui me paraissent surréalistes dans la mesure où l'Occident otanien est très, très, très mal placé pour donner des leçons aux autres, hein, en matière d'horreurs commises. Alors, je vais les rappeler, ces horreurs commises. Hein. Si on devait parler de prisons où il s'est passé des choses innommables, hein, il faudrait parler, bien sûr, de la prison d'Abu Ghraib et de la prison de Guantanamo. Hein. Et c'est ce qui nous a valu, d'ailleurs, la montée en puissance de cette haine des djihadistes contre l'Occident israélo-US OTAN. C'est pas Bachar el-Assad qui l'a inventé, la torture. Hein. Ce sont les Occidentaux qui l'ont fait dans toute leur dimension et dans toute l'horreur dont ils sont capables. Et puis, tant qu'à parler des prisons, je ne vois pas pourquoi nos médias s'étendent à perte de vue, à perte de temps, hein, sur les prisons la prison de Bachar el-Assad, de sinistre mémoire, et qu'ils oublient les prisons dans lesquelles pourrissent des dizaines de milliers de Palestiniens aujourd'hui en Palestine et qui sont eux aussi torturés, sodomisés, hein, dont des enfants, hein, au prétexte qu'ils seraient des terroristes, des animaux humains, pensez donc. Et nos médias, qui ne veulent voir qu'un côté des choses, bien sûr, hein, insistent sur les horreurs de la prison, la fameuse prison de Bachar el-Assad, hein, et oublient de nous parler des prisons israéliennes dans lesquelles, je le répète, dont la prison à ciel ouvert de Gaza, hein, dans lesquelles on tue, d'abord on enferme, mais on tue aussi des femmes et des enfants, hein, dans une proportion de 70%, selon des décomptes très précis de l'ONU qui ont été faits. Il y a également quelque chose dont on peut parler, hein, c'est que tous ces désordres qui se produisent dans le monde se font à partir de l'argent. C'est l'argent qui est derrière tout ça. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas payer de djihadistes, hein, qui sont en fait, la plupart d'entre eux n'étaient pas des Syriens. Il y en a beaucoup qui venaient de tous les pays de la région en tant que mercenaires et en tant que djihadistes bien rémunérés. Et donc, quelqu'un qui veut étudier ces problèmes au fond doit étudier
le problème est la répartition des milliardaires dans le monde. Il existe aujourd'hui 2783 milliardaires dans le monde à l'heure où je vous parle. La liste en est établie par le magazine américain Forbes, qui est un magazine économique qui fait ce genre de palmarès. On a les fortunes, les montants des fortunes, on a les gens qui en perdent beaucoup, hein, et les gens qui en gagnent beaucoup. Je vais sortir un scoop là que vous n'avez peut-être pas ici, hein, c'est que l'homme le plus riche en début d'année 2024 et même au mois d'avril 2024, l'homme le plus riche de la planète s'appelait Bernard Arnault et il était français. Ce malheureux Bernard Arnault a perdu, alors il avait, je crois, à peu près 230 milliards, oui, à 1 ou 2 milliards près, il avait 230 milliards à lui tout seul. Aujourd'hui, il a perdu 60 milliards en 6 mois. C'est dire que les fortunes vont et viennent. Pendant que le français Bernard Arnault perdait 60 milliards, un autre milliardaire faisait plus que doubler sa fortune, franchissait le mur, non pas le mur du son, mais le mur du son de la fortune, c'est-à-dire les 400 milliards de dollars, pulvérisant tous les records connus à ce jour. Cet homme, ce milliardaire qui était le numéro 2 derrière Bernard Arnault, s'appelle Elon Musk. Et donc sa fortune est passée effectivement de 170 milliards, quelque chose comme ça. Il avait 172, je crois, et il est passé à 437. 172. En avril dernier, il avait 172 milliards et sa fortune est passée à 437. Tout ça pour dire que quand vous avez des milliards comme ça et que vous êtes organisé, vous pouvez contrôler d'abord les États qui vous hébergent, qui sont les vôtres, et ensuite le monde. En contrôlant les États, les grands États, les milliardaires contrôlent le monde. Dans ces milliardaires, Forbes nous fait la gentillesse d'examiner une catégorie particulière de milliardaires qui sont les milliardaires de la communauté juive. Et donc, il y a un palmarès, c'est pas moi qui le fais, hein, c'est le magazine Forbes qui présente un palmarès. Et alors, on y apprend que ces milliardaires sont au nombre de 270, c'est-à-dire 10% des milliardaires du monde entier appartiennent à la communauté juive. 10%. Ce qui est énorme compte tenu du fait que la communauté juive dans le monde ne représente que 0,2% de la population mondiale, mais ils ont 10% des milliardaires. Et ces milliardaires, ils sont plus forts que les autres pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils sont organisés. Et ils sont organisés en transnational, parce qu'ils sont répartis dans différents pays. Alors, vous en avez 90 en Israël, 90 aux États-Unis et 90 dans le reste du monde. 3 paquets de 90 à peu près à un poil près. Hein. C'est ça. Et ce qui fait leur force à ces milliardaires-là, c'est qu'ils sont, je l'ai répété, organisés. Ils sont organisés de manière à pouvoir, le cas échéant, gouverner le monde. Hein, vous avez le Congrès juif mondial, bien sûr, dirigé par Ron Lauder, qui est lui-même un milliardaire, hein, et puis vous avez le Bnei Brit, qui est une maçonnerie spécifique de la communauté juive. Le fait que ces milliardaires soient organisés, ils se parlent d'un pays à l'autre, et c'est comme ça qu'ils finissent par contrôler les États dans lesquels ils sont nombreux, et en particulier dans ces États, je citerai les États-Unis, le Royaume-Uni, bien sûr, la France, bien sûr, et puis aussi, on peut y ajouter le Canada et l'Australie. Donc voilà, autant de pays qui sont contrôlés pratiquement ou tenus par les couilles, j'en sais rien, hein, et qui sont contrôlés par ces lobbies de milliardaires, hein, et qui font la pluie et le beau temps. Hein. En France, le président français n'est pas aussi libre qu'on le croit. Hein. On l'a vu déjà un jour essayer de récupérer sa main qui était fermement tenue par quelqu'un, je me souviens plus par qui. Hein, mais voilà, c'est ça. Hein. Donc cette image, elle est restée dans les mémoires. Hein. Elle montre bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que notre pays, qu'on le veuille ou non, hein, ça nous plaise ou pas, il est aujourd'hui contrôlé par les lobbies pro-Israël. C'est aussi simple que ça. Et par les milliardaires de la diaspora.
Et donc, la géopolitique, c'est ça. Et qui dit géopolitique dit le jeu de guerre, c'est ça. Les jeux de puissance, c'est ça. Il y a quelque chose de très important qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent, et c'est une question géostratégique. Ces 2 bases russes qui se trouvent dans l'ouest syrien, sur la côte syrienne. Il y a 2 hypothèses pour ces bases-là. Soit la détention de ces bases a fait l'objet d'un deal avant que la Russie accepte d'abandonner la Syrie au profit des rebelles. Et les gens qui ont attaqué ont dû se méfier quand même un petit peu. Hein, donc là, j'imagine que la Russie n'a pas été aussi surprise qu'on le dit. Donc, s'il y a eu deal, il n'est pas impossible que les bases qui ont été concédées par le régime précédent puissent être maintenues. Peut-être. Mais de toute manière, si elles ne le sont pas, je rappelle qu'il y a plusieurs pays qui sont susceptibles d'aider la Russie ou d'héberger la Russie, dont il y a un pays BRICS qui n'est pas loin de la Syrie, qui s'appelle l'Égypte, et je pense que l'Égypte accepterait très volontiers de céder une base à la Russie en sa qualité de BRICS et en sa qualité d'ancien allié très fidèle de la Russie. L'Égypte a toujours été proche de la Russie. Et puis, il y a aussi l'Algérie, à l'autre bout de la Méditerranée, certes, mais l'Algérie fait partie maintenant des partenaires des BRICS, et l'Algérie est assez proche de la Russie. Mais il y a également d'autres pays qui pourraient accepter, pourquoi pas, d'installer une base russe sur leur territoire, en particulier des pays BRICS, tout simplement. Et dans les pays BRICS de la région, vous avez les Émirats arabes unis. Alors aujourd'hui, ils hébergent une base française, même 2 bases françaises. Peut-être que demain, pourquoi pas, ils pourraient héberger aussi une base russe. De même que, à un moment, je me souviens, Djibouti aujourd'hui héberge des grandes bases de tous les pays. Il y a une base chinoise, une base russe, et la base française, elle a déménagé dans les Émirats arabes unis. Bien sûr que c'est un revers, l'affaire syrienne est un revers pour la Russie en termes d'image. Cela dit, la Russie a peut-être eu raison quand même de lâcher l'allié syrien, d'abord parce qu'il l'a pas lâché totalement, puisqu'il a hébergé, il a fait en sorte que le président syrien s'en sorte bien. Donc il n'y a pas eu de lynchage comme il y a pu y avoir en Libye du dirigeant, ou comme en général ce genre de révolution finit toujours par le lynchage des prédécesseurs. C'est la loi du genre. Donc, mais la Russie a perdu en termes d'image face au Sud global. Je pense que les gens ont dû se dire comment la Russie qu'on croyait si forte, qui était capable de tout faire. Mais la Russie, c'est pas une Russie à tout faire. La Russie, elle est actuellement bien occupée. Elle a son problème d'Ukraine à régler, mais elle n'a pas que le problème d'Ukraine. Elle est harcelée sous tous les fronts. Elle est harcelée en Biélorussie, où on emmerde la Biélorussie comme on sait si bien le faire. On l'embête en Géorgie aussi. Alors, je ne dis pas que la Russie a quelque chose à voir aujourd'hui avec... Mais il se trouve que la gouvernance géorgienne d'aujourd'hui n'est pas hostile à la Russie et souhaiterait réétablir des liens avec la Russie. Donc, la Russie doit être aussi disponible pour la Géorgie au cas où celle-ci ferait appel à elle. Parce que en Géorgie aujourd'hui, il y a une tentative de révolution colorée. C'est pas fameux, c'est pas glorieux, c'est pas mais c'est le monde avec lequel il faut bien composer. Et quand on a compris ça, on sait à peu près où va aller le monde. Et la Syrie, je suis pessimiste. Il y aura probablement une sorte de démembrement de la Syrie. La démilitarisation, elle a lieu en ce moment avec des bombardements fous de la part d'Israël qui tire sur tous les armements qu'ils trouvent dans la nature. Ils sont détruits par Israël qui veut absolument démilitariser la Syrie, la ramener à l'âge de pierre,
pour que ce soit plus un pouvoir de nuisance. Et puis, bien sûr, joindre l'utile à l'agréable en conquérant de nouvelles terres sur la Syrie. C'est ce qui va se passer, qui s'est déjà passé et qui va continuer à se passer. Vous savez, les terres du Golan qui viennent d'être envahies, elles sont pas prêtes d'être restituées au gouvernement légal de Syrie. Alors, cela dit, après, l'objectif israélien, je l'ai dit, c'est pas tellement d'amener la paix en Syrie, hein, ou le calme ou la stabilité, parce qu'à ce moment-là, il serait obligé de se retirer du Golan ou autre. Non. L'intérêt d'Israël, c'est que les islamistes soient source de chaos en Syrie, et sur le chaos, on reconstruit derrière, hein, le chaos constructif, comme disait Condoleezza Rice. Elle parlait de chaos constructif. D'abord, on sème le chaos partout, on détruit, et après, on reconstruit à sa manière et avec ses intérêts derrière. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et on vous réinvitera incessamment sous peu, j'en suis sûr, pour faire profiter à nos internautes de vos analyses. Voilà, merci à vous de m'avoir invité et à vos auditeurs de m'avoir écouté malgré toutes les coupures qu'on a pu avoir, hein, de liaisons qui ne sont pas fortuites. Hein. C'est pas un hasard. Moi, mon ordinateur marche normalement très bien. Je fais c'est peut-être Jean-Marc Morandini qui vous coupe l'antenne. Oui, ça doit être lui là derrière ou ses supporters là, qui cherchent à éviter que je parle. Mais en tout cas, chez nous, vous pouvez vous exprimer. C'est toujours un grand plaisir d'entendre vos analyses. Donc, à très bientôt, Général. À très bientôt à vous et merci à vous et à vos auditeurs. Au revoir. Bonne soirée. Voilà, chers internautes, cette émission est terminée. N'oubliez pas de vous abonner à Culture Populaire, de vous abonner au service public libre et vous pouvez suivre le Général et Adnan sur leur réseau également. On se retrouve très bientôt. Bonne soirée à tous.